Bonjour chers téléspectateurs, vous avez votre humble serviteur Baye Fall. Aujourd'hui nous sommes à Conakry pour une émission qui a été improvisée. C'est la peine de vous le dire parce que les moyens techniques que vous constatez comme moi, c'est à signaler. Nous sommes aujourd'hui en émission avec un grand monsieur de la culture, un grand monsieur de la diaspora, un grand monsieur du show business africain et mondial. Ce grand monsieur, vous allez le découvrir en même temps que moi, parce qu'il faut le reconnaître, c'est la première fois que je m'assois à ses côtés pour faire une émission avec lui. Il se nomme tout simplement Moussa Wagué, le PDG, le fondateur de KZit Monde. Bonjour Moussa Wagué, vous allez bien? Bonjour Baye Fall, ça va et toi? Bien, merci. Et c'est la première fois, comme je viens de le dire tantôt, je vous ai déjà vu auparavant, mais c'est la première fois que je m'assois avec vous pour une émission. Vous êtes à Conakry pour quel but? Déjà, avant tout, c'est un plaisir d'être reçu dans ton émission. C'est vrai qu'on s'est déjà vu dans d'autres circonstances et aujourd'hui on se croise à Conakry, c'est un pur hasard. Ouais. Et ça fait plaisir d'être devant ton micro. Je suis à Conakry parce qu'on a ouvert un bureau KZit Guinée il y a quelques mois et je viens finaliser l'ouverture avant qu'on fasse la conférence de presse et qu'on commence vraiment le travail sur Conakry, enfin sur la Guinée. D'accord. Et c'est bien beau, c'est vrai qu'on se rencontre ici encore une fois. Je m'en vais vous demander de vous présenter. Moussa Wagué, c'est vrai, j'ai dit le nom. Vous allez vous présenter, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. Donc moi je suis Moussa Wagué, donc je suis malien. Je suis né à Bamako, j'ai vécu en France. Je me définis comme un chef d'entreprise de manière générale parce que je gère plusieurs entreprises, donc principalement dans la musique depuis pas mal d'années. Anciennement artiste. Et c'est ce qui m'a amené à créer cette société qui s'appelle KZit. Aujourd'hui, c'est en tant qu'artiste. Il y a quelques années, j'ai constaté que les artistes en France rencontraient pas mal de difficultés. Donc j'ai réfléchi à une solution pour pallier aux difficultés que les artistes rencontraient. Et donc depuis 20 ans maintenant, on a créé cette structure et elle se développe petit à petit jusqu'à arriver à ce que c'est aujourd'hui. Donc KZit présent dans plusieurs pays. D'accord. KZit est présent dans plusieurs pays. C'est quoi KZit et qu'est-ce que vous faites? Donc KZit, c'est ce qu'on appelle une maison de disques. Donc une maison de disques, c'est une société de production, de distribution et d'édition musicale qui fait ça sur plusieurs territoires. Donc nous, on a pour ambition d'être la prochaine major. Donc quand on dit major, c'est qu'on veut être une maison de disques internationale. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Et cela veut dire que KZit est international et présent dans combien de pays environ et dans combien de continents? Présent dans plusieurs pays, donc beaucoup en Afrique parce que la stratégie a évolué. Aujourd'hui, on se développe principalement sur l'Afrique, donc on est présent actuellement dans 10 pays d'Afrique, 9 pays francophones et un pays anglophone qui est la Gambie. Sinon, on a commencé en France. Donc la maison mère était basée en France à la base. Ensuite, on a ouvert notre premier bureau en Angleterre, puis au Canada, aux États-Unis, et ensuite on est venu en Afrique. Voilà, donc on est au Mali, au Sénégal, au Togo, au Bénin, en Guinée, au Bénin, puis le Bénin, j'ai dit Togo, Burkina Faso, Maroc, Gambie. Voilà. Bon, j'ai dû répéter plusieurs fois, mais on est dans 10 pays en Afrique. Vous êtes dans 10 pays en Afrique. Je m'intéresserai encore plus du côté du Mali parce que je suis malien. Nous avons constaté tout dernièrement KZit Mali, il y avait des artistes qu'on avait vus. Et là, tout de suite, c'est un constat. Il n'y a qu'un seul artiste qui est Dami Star qui se trouve chez KZit Mali. Le pourquoi et comment ça s'est passé? Vous avez laissé ces artistes ou bien c'est ces artistes qui vous ont laissé quand les gens ont besoin de savoir? D'accord. Donc, KZit Mali, c'est le premier bureau qu'on a ouvert en Afrique parce que je suis malien. Donc, j'avais envie de ramener ma structure, mon savoir-faire dans mon pays. On a créé le bureau en 2014, l'ouverture officielle du premier bureau. Et on a signé pas mal d'artistes parce qu'on a la capacité de développer beaucoup d'artistes. Donc on a signé, je crois, 8 artistes en production. Aujourd'hui, il nous en reste plus qu'un seul en production parce qu'on a rendu les contrats des autres artistes. Donc j'ai vu pas mal d'interviews
où les artistes faisaient le tour des plateaux en disant que c'est eux qui avaient laissé Kizit parce que ça se passait pas bien, mais la réalité elle est tout autre. Moi je me prononce jamais là-dessus, mais aujourd'hui comme tu me poses la question, je vais y répondre. C'est pas eux qui ont décidé d'arrêter avec Kizit, c'est Kizit qui a rendu les contrats parce que on n'arrivait pas à travailler ensemble. Voilà, quand on signe un contrat, il y a deux parties, donc il y a la maison de disque et l'artiste, et on s'engage à travailler ensemble, à respecter les clauses de contrat. Donc à partir du moment où on signe un contrat entre la maison de disque et l'artiste, et on se met d'accord pour atteindre un objectif. Donc à partir du moment où les objectifs ne sont pas les mêmes ou ne sont plus les mêmes, ça sert à rien de continuer à travailler. Donc on a eu pas mal de difficultés, on a essayé de faire comprendre aux artistes qu'il y avait une manière de travailler pour atteindre leur objectif. Et en vérité, on avait arrêté plusieurs fois avec certains d'entre eux. Mais quand moi je constate que ça sert à rien et que on pourra pas atteindre nos objectifs, on pourra pas réussir à développer l'artiste parce que quand on dit une chose, c'est une autre chose qui est faite, bah, je préfère arrêter. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné la consigne à mon équipe, Kizit Mali, bah, de rendre le contrat avec tous les artistes qui n'appliquaient pas, ne respectaient pas le contrat. Donc on a rendu le contrat à tous les artistes, sauf un, Damistar, qui s'avère être bah, celui qui est le plus respectueux de contrat, le plus respectueux de Kizit en tant que tel. Et bah, avec lui, on arrive à travailler. Donc son album est fini. Pourtant, c'est un qui a fini son album en premier, mais on attendait de sortir ceux qui étaient un peu plus connus avant lui. Et ben, maintenant qu'ils sont plus là, c'est à lui de sortir et on fait sa promotion. Voilà. D'accord. Est-il un moyen, ou bien c'est un moyen pour vous de dire que les artistes, certains artistes maliens ne sont pas professionnels ou bien ils ne connaissent pas le professionnalisme? Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas professionnels, on va dire que c'est quelque chose de nouveau et ils ne connaissent pas. Voilà, ils ne connaissent pas. Un contrat, c'est un contrat en fait. Quand tu signes un contrat, bah, déjà il faut bien le lire parce que ça t'engage à certaines choses. Et si tu le signes, bah, il faut être prêt à respecter ce que tu signes. C'est-à-dire que quand on signe un contrat avec une maison de disques, en gros, la maison de disques, ça devient ton patron. Tu es employé de la maison de disques, entre guillemets, même si j'aime pas avoir ce rapport avec les artistes, c'est ce que ça veut dire en réalité. C'est-à-dire que la maison de disques est ton employeur. Tu travailles pour la maison de disques. La maison de disques est là pour développer ta carrière, mais dans les faits, c'est que tu travailles pour la maison de disques. Donc quand la maison de disques te dit la séance studio, c'est tel jour à telle heure, bah, tel jour à telle heure, tu dois être présent. Quand on te dit il y a un concert à tel endroit, à tel jour, tu dois y aller. Mais si tu ne viens pas ou si tu ne respectes pas, c'est pas possible, on peut pas travailler. Donc c'est plein de petits problèmes comme ça. Et c'est pas parce qu'ils sont pas professionnels, c'est parce que bah, ils avaient l'habitude de travailler d'une manière, on travaille d'une autre manière. Le temps d'adaptation, il est trop long, trop compliqué. Et donc parfois, bah, c'est mieux de les laisser bah, continuer comme ils travaillaient avant. À eux de voir si c'est mieux pour eux ou pas. Et si c'est mieux pour eux, bah, ils continuent comme ça. Si c'est pas mieux pour eux, bah, ils se rendront compte que bah, c'est mieux d'écouter un producteur pour avancer. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec Moussa Wagué, PDG fondateur de Kizit Monde. Il y a un an de cela, nous avons constaté qu'il a été enfermé à Bamako. Nous allons lui demander le pourquoi. Ça a été une surprise pour moi aussi de me retrouver enfermé dans mon pays. C'est dû à un litige avec mon artiste Sidiki et son père Toumani Diabaté par rapport au contrat qu'on avait. Parce que Sidiki, c'est un artiste que j'ai signé en 2015, donc à peu près à la période où il y a eu son explosion. Donc on a signé, on a développé sa carrière. Donc comme je disais, on a signé un contrat. Donc qui dit contrat dit obligation de part et d'autre, des choses à respecter. Et on est arrivé à un stade où bah, il y avait trop de manquements, trop de choses non respectées. Et on ne pouvait plus continuer. Donc je me suis retrouvé en cellule parce qu'on m'a tendu un piège entre guillemets. On était à une période où on essayait de dealer Sidiki à une autre maison de disques parce qu'il y a d'autres maisons de disques qui étaient intéressées. Et comme on n'arrivait plus à travailler ensemble, bah, moi j'avais pas d'objection à le laisser partir. La seule question c'était où est-ce qu'il allait partir, parce qu'il y avait Sony qui m'appelait, Bicos qui m'appelait, Warner, il y a plein de structures qui étaient intéressées par Sidiki. Et donc je suis venu à Bamako pour lui demander où veux-tu aller, dans quelle structure veux-tu aller. Et comme tu es sous contrat avec nous, c'est à nous Kizit de négocier avec ces maisons de disques. C'est pour ça qu'elles nous appellent nous pour négocier. C'est comme ça que ça se passe. Je l'ai fait avec plusieurs artistes et tout le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire tu développes un artiste, à un moment donné, ça fait un intérêt
pour d'autres structures qui te font des propositions de rachat. À toi de voir si tu acceptes ou pas de vendre le contrat ou de continuer avec ton artiste. Donc nous, on était d'accord avec Sidiki qu'il allait partir. Maintenant, c'est comment tu pars, où tu pars, avec quelles conditions. Donc quand je suis arrivé à Bamako, c'est la police qui m'a attendu à l'aéroport en me disant qu'il y a une plainte contre moi, que soi-disant j'ai volé 800 millions de francs CFA à Sidiki et à son père. Donc je leur demande mais comment j'ai pu voler ça à mon artiste. Donc il y avait une plainte avec plus de 200 pages avec que du faux en fait. Voilà. Donc ils avaient fait une fausse plainte. On m'a arrêté sur les bases de cette plainte et à partir du moment où il y a une plainte, il y a une instruction. Donc pendant cette instruction, j'ai été placé en garde à vue pendant plusieurs jours. Ça s'est étalé sur une période de 2 mois. Donc en fait les policiers venaient m'arrêter chez moi, dehors, à l'aéroport, au marché. Mes avocats me faisaient sortir, on m'arrêtait à nouveau, etc. Donc ça a duré presque 2 mois, le temps que la justice malienne analyse la situation et donne un jugement. Donc la justice malienne a donné tort au Diabaté. Donc j'ai été libéré définitivement et j'ai pu quitter le pays. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées à l'époque de ce problème. Maintenant, c'est regrettable que ça soit passé ainsi, parce qu'on a donné une mauvaise image du business, de l'industrie musicale en Afrique. C'est pas comme ça que les choses se règlent. On prend l'exemple du football, c'est toujours une comparaison que je fais. Il y a des analogies qui sont faisables entre le football et la musique. On prend l'exemple de Neymar, qui a quitté son club pour aller au PSG. Il pensait que ça allait bien se passer. Aujourd'hui, ça se passe mal. Il veut partir. Mais il ne peut pas tant qu'il n'y a pas une validation de son club. La musique, c'est pareil. Tu es venu à Kizit t'a signé, a fait les investissements qu'il fallait, tu décides de partir, il faut qu'il y ait un accord qui soit fait proprement pour que tu puisses partir, peu importe où tu veux aller. Donc c'est un peu regrettable que ça se soit passé ainsi. D'accord. C'est bien ce que vous avez dit, on a un peu compris, mais il reste juste les questions en l'air. Qu'est-ce que Sidiki a fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme je disais, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on a signé un contrat. Donc, nous, on est la maison de disques, on produit l'artiste. On doit développer sa carrière pour au final gagner de l'argent. Donc, l'artiste, il compte sur nous pour développer sa carrière. Donc, moi, j'estime qu'on a essayé de faire le travail, qu'on a réussi à faire une partie du travail. Donc, on a fait des beaux clips, on a fait des bons concerts, on a fait de la promotion. Donc, le Sidiki qu'on a signé, au bout de 3 ans, n'est pas le même. Il y a eu un travail qui a été fait. Donc, c'est vrai qu'il a son talent d'artiste qui est indéniable, c'est l'un des artistes les plus talentueux de cette génération, mais il y a un travail aussi qui a été fait derrière, une stratégie qui a été mise en place pour l'amener à un certain niveau. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas pu continuer à travailler, c'est que y a trop de manquements. Par exemple, quand Sidiki a un concert, c'est à nous de négocier le concert, c'est à nous de faire le planning des dates, c'est à nous de récupérer l'argent. On lui donne sa part, on s'assure que tout est bien, que les conditions de voyage sont bien, les conditions de sécurité sont bien, que tout est propre pour notre artiste. Donc il y a des dates qu'on refuse, des dates qu'on valide. Quand on estime que la date n'est pas bonne pour l'artiste, peu importe le cachet, on peut la refuser. Voilà, donc on doit mettre en place une stratégie pour que l'artiste évolue. Mais ce qui se passait, c'est que il y avait une interférence de la part de la famille qui calait des dates hors planning. Donc des fois on se retrouvait avec une date que nous on a prévue. C'est ce qui s'est passé au Canada par exemple. On avait une date qui était prévue au Canada et le père a calé une date le même jour à Dakar, alors que nous on avait calé une date à Dakar 5 jours après cette date là. Donc tu imagines la communication, ça fait pas professionnel. Et ça fait beaucoup de problèmes parce que les organisateurs eux pensent que c'est bon, donc ils font des dépenses, ils investissent beaucoup d'argent et après tu peux pas être à 2 endroits à la fois. Donc ça c'est un des problèmes qu'il y a eu. Le deuxième problème c'est que un artiste il a un contrat d'exclusivité, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est ton artiste, c'est aussi nous qui validons s'il peut participer ou pas à tel projet, faire ou tel featuring. Voilà. Donc on se retrouvait à faire des titres avec des gens, des fois c'était positif, des fois c'était négatif, mais il n'y a pas de contrat. Voilà. Donc on ne sait pas quelle est la rémunération
de l'artiste, quelle est la rémunération du label. Des fois, il y a des sommes qui sont versées à l'artiste, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà. Et nous, il y a un reversement qui doit nous être fait. Quand Sidiki touche un cachet, il y a une part qui est pour nous. Donc sur tous les concerts, je dis bien tous les concerts qu'il a fait, hors ceux que nous on a produits et qu'on a planifiés, ils nous ont jamais reversé les cachets qui nous étaient dus. Notre part, du moins. Tu vois. D'accord. Donc, il y a plus de 300 concerts qui ont été faits de leur côté. Alors que c'est nous qui avons le mandat exclusif de booker Sidiki. Donc des fois, même les gens nous appelaient, on fait la négociation, et derrière, l'argent de la négociation finit dans la famille. Bon, moi, j'ai pas de problème, tant que l'organisateur a payé. Mais il y a une part qui nous revient. Voilà. Donc, mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. À un moment donné, les sommes montent à des montants énormes. Ce qui fait que on dit qu'il faut arrêter là parce que ça va être ingérable. Voilà. Sinon, en termes de vente, même de disques, Sidiki n'a pas vendu beaucoup de disques. D'accord. Voilà. Ce qui fait qu'on gagne de l'argent, c'est qu'on va vendre un peu de disques, il va y avoir un peu de téléchargement, il y a les droits d'auteur qui vont donner un peu, il y a les concerts qui vont donner un peu, et là on trouve notre rentabilité. Mais sur les ventes même de disques, c'est pas un gros vendeur de disques. Voilà. Et j'ai vu dernièrement, il y a 2-3 semaines, il a fait une interview sur RHHL. Je m'excuse de citer un des concurrents peut-être. Il n'y a pas de souci. Et il expliquait qu'on ne lui a jamais reversé ses droits par rapport à sa production musicale. Et là, ça prouve encore une fois qu'il ne connaît pas le sujet. Que c'est un artiste qui ne connaît pas comment ça marche, l'industrie de la musique. Parce que quand on signe un contrat, on se met d'accord pour produire des titres, des albums qu'on va vendre et ensuite on va partager l'argent. J'ai ma part, tu as ta part. Donc ce qui se passe dans l'industrie de la musique, c'est que les artistes des fois demandent des avances, ce qu'on appelle des avances. C'est-à-dire que l'album n'est même pas fini, n'est même pas fait, n'est même pas vendu, que la maison de disques te donne en avance l'argent qui va arriver. D'accord. On te donne avant que ça vende l'argent, ça s'appelle une avance. Et ensuite, nous, on doit récupérer sur les ventes qui vont être générées. Donc, nous, on a donné une avance à la signature. Cette avance, elle a été donnée au père de Sidiki. Parce que Sidiki, quand on a démarché, il nous a dit c'est mon père qui gère tout, il faut tout voir avec mon père. Donc, on a géré ça avec son père. Est-ce que vous avez des documents qui justifient tout ça à votre possession? Tout ce que vous avez donné à Sidiki? Oui, bien sûr. De toutes les manières, moi, je fonctionne de manière très carrée, c'est-à-dire que tout est fait par virement. Voilà, donc tous les virements ont été faits. Ils nous ont demandé une somme d'argent, je ne vais pas la communiquer parce que c'est un peu confidentiel, qu'on leur a viré sur le compte qu'ils nous ont indiqué. Et cette somme correspond aux droits à venir. Donc tant que les droits, les ventes de ton album n'ont pas généré suffisamment pour rembourser déjà l'argent que tu as touché, tu ne vas pas avoir de nouveaux versements. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup d'artistes font. C'est-à-dire que si tu touches une avance et que tu vas dépenser rapidement cette avance, garde en tête que tu ne vas pas toucher d'argent pendant un moment. Et c'est ce qui s'est passé. Donc lui, il s'étonne de ne pas toucher d'argent sur les ventes de disques, mais l'argent, tu l'as déjà touché à la signature. C'était vos conditions pour signer chez Kézit. Enfin, une de vos conditions. On veut de l'argent tout de suite et on signe avec vous. Donc nous, on a fait le virement. On a fait le virement. Donc actuellement, je ne te dois rien tant que l'argent de tes disques n'a pas comblé ce manque-là. Donc c'est pour ça qu'ils s'étonnent. Et c'est bizarre qu'ils disent qu'il n'a pas eu d'argent alors qu'ils ont eu l'argent. Mais peut-être qu'il ne connaît pas comment ça fonctionne, ou peut-être qu'on ne lui a pas dit que l'argent a été payé. Ça, il faut qu'il se renseigne avec son père, comme il nous a orienté vers son père. Donc nous, aujourd'hui, on ne lui doit rien. Il n'a pas vendu assez pour combler l'argent qu'on lui a donné en termes de droits. Ensuite, il disait également qu'on ne l'a pas payé au niveau du Bataclan. Ça, je vais détailler ça. C'est vrai qu'on n'a pas payé la totalité du cachet du concert du Bataclan. Pourquoi? Le cachet, ils nous l'ont défini. Ils nous ont dit, voilà, le concert du Bataclan, on veut tant. On a fait un contrat. Ok, vous allez toucher tant. Donc, sur cette somme qui a été définie avant le concert, son père me demande de lui donner une partie. Donc, je donne une partie avant le concert. Donc, si je te dois 10 000 € et tu me demandes de te donner 2 000 €, il restera 8 000 € à te donner.
C'est un exemple. Hein. Ok. Donc on a donné une partie en avance. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a organisé le concert, on a fait venir 15 personnes à peu près, qu'on a logé à l'hôtel. Ils ont saccagé l'hôtel. L'hôtel nous a envoyé la facture des frais, des nuisances qu'ils ont causées. Ces 15 personnes, c'était composé de qui et qui? Il y avait les musiciens, les frères de Sidiki, ses amis qu'on a fait venir aussi. C'est pas eux tous qui ont fait ça, mais en tout cas, durant leur passage, il y a eu des dégâts à l'hôtel où ils étaient logés. Donc moi, j'ai appelé le père de Sidiki. Je lui ai dit, voilà, il y a eu des frais que l'hôtel nous a facturés par rapport au séjour de ton fils sur Paris pour la date du Bataclan. C'est pas à nous de prendre ça en charge. C'est à vous, parce que ça, c'est des actes qui sont dus à votre comportement. Donc j'ai déduit ça du cachet qui est à leur reverser. Ensuite, Sidiki lui-même, pendant son séjour, m'a demandé de lui donner des avances. Donc je lui ai donné aussi des avances sur le cachet. Donc il restait au final 4 500 € à leur payer sur l'ensemble du cachet qu'ils avaient demandé. Et j'ai appelé Sidiki, je dis écoute, symboliquement, juste symboliquement, ces 4 500 € là, je ne vais pas vous les payer. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a signé, vous avez fait plus de 300 concerts, jamais vous nous avez donné notre pourcentage. Donc moi, je ne vais pas vous donner le solde du Bataclan. Pourtant, c'est que 4 500 € par rapport à des... à l'époque, c'était 300 millions de francs CFA que vous nous deviez à nous. C'est petit quand tu compares. Mais j'ai dit symboliquement, je ne vais pas te payer ça parce que vous nous devez tant. Donc, je n'ai pas payé ça. Et à partir de là, la situation, elle a dégringolé. Elle s'est dégradée. Sinon, moi, j'ai respecté tous les engagements. Les clips ont été faits. Et tu peux comparer aujourd'hui. Il peut dire tout ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous mets au défi d'analyser la situation de Sidiki, période Kézit, et Sidiki depuis 1 an, période hors Kézit. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Moi, j'ai mon avis là-dessus. À vous de regarder, vous vous dites clairement si le travail était mieux fait ou pas. Voilà. Après, je sais qu'il a encore de la ressource, c'est un artiste qui est talentueux. Je sais qu'il a des titres qu'on avait enregistrés pendant sa période qui sont très très forts, donc il peut se relever. Mais là, il est en train de tomber, il faut qu'il fasse attention, et on ne peut pas dire maintenant que c'est la faute de Kézit. On ne peut pas dire maintenant que c'est la faute de Kézit Mali. Tout ce que j'aurais entendu, que Sidiki Diabaté, tout ce qu'il... Quand on fait un total des montants, de tout ce qu'il vous doit, ça atteint les 3 millions d'euros. On voudrait savoir si c'est vrai ou c'est faux, ou bien c'est quoi le montant? C'est un montant qui a été évalué par les avocats par rapport à des sommes, mais ça inclut beaucoup de calculs. Donc il y a des droits d'auteur, il y a des droits divers qui sont liés au concert, il y a des cachets, notamment les cachets qui ne nous ont pas été reversés. Donc on a fait un calcul du nombre de concerts qui a été fait, on connaît le cachet de Sidiki pour chaque concert, et on calcule notre part. Il y a les participations qui ont été faites sur des albums autres où on n'a pas été déclaré en tant que producteur ou en tant qu'éditeur. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait ces sommes-là. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce montant-là, vous l'avez déjà reçu ou bien comment est-ce que vous comptez l'avoir? Actuellement, on a... avant qu'il y ait cette histoire de garde à vue au Mali, on avait déposé une plainte en France, et c'est ce qui a déclenché aussi leur réaction. On a déposé une plainte en France auprès de la justice, on a amené les éléments au juge, et le juge a ordonné le blocage des comptes SACEM de Sidiki. Parce que comme il est au Mali, on n'a pas de moyen de prendre l'argent. Tu sais comment ça se passe quand il y a un concert, c'est souvent de l'argent en espèces qui est versé, tu ne peux pas récupérer ça. Donc le juge a dit, bon, on va bloquer les comptes SACEM de Sidiki. Voilà. Pour l'instant, c'est bloqué à hauteur de, je crois, 1 500 000 €. Tant que la situation n'est pas réglée, ça ne sera pas débloqué. Donc je sais qu'actuellement, ils essayent par tous les moyens de débloquer les comptes, mais
le juge nous a donné raison aussi à ce niveau-là. Les comptes sont bloqués jusqu'à nouvel ordre, donc tous les droits qui arrivent sont stockés dans un compte, donc c'est-à-dire que c'est pas nous qui les touchons, c'est ni eux, c'est bloqué dans un compte à part, le temps que le juge finisse d'analyser la situation. Parce que suite à ça, on a déposé aussi des plaintes par rapport à ce qu'ils m'ont fait. Donc il y a plusieurs plaintes qui sont en cours d'instruction et bientôt il y aura des actions juridiques et judiciaires qui seront menées pour que la situation avance. Voilà. Donc eux, ils ont fait leur plainte au Mali, la justice malienne leur a donné tort. Moi, j'ai déposé une plainte en France. On verra ce que la justice française va donner. Ça a été déposé en France parce que Kizit à la base est une société française. Voilà. On est en train de se développer, se diversifier dans d'autres pays, mais à la base c'est une société française. Les contrats étaient signés avec Kizit en France. D'accord. D'accord. Et quels sont vos rapports actuellement, vos relations avec la famille Diabaté? Quand je parle de la famille Diabaté, je veux dire Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Moussa Wagué et la famille Diabaté. Tu te doutes bien que depuis cet épisode, on ne s'est pas beaucoup parlé, même pas du tout, donc il n'y a pas de rapport. Ce que je sais, c'est qu'ils sont passés au mois d'avril chez ma mère pour présenter leurs excuses et demander qu'on retire nos plaintes, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux pas mettre quelqu'un en cellule. J'ai été gravement malade pendant plusieurs mois suite à ça. Mentir sur notre structure, ça a déstabilisé beaucoup d'artistes avec qui on devait signer, qui ont eu le doute après sur la nécessité de signer ou pas à Kizit. Il y en a qui ont dit non, je signe pas à Kizit. Il y en a qui ont continué à nous faire confiance, mais ça a semé un trouble, quoi qu'il en soit. Tu peux pas faire tout ça et après aller demander pardon à ma mère. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au Mali, on connaît. Voilà, il y a Fadeli et puis on avance, mais voilà, c'est parti trop loin pour que ça s'arrête à de simples excuses familiales. Alors qu'à la base, on a de très bons rapports. Voilà, Sidiki c'est comme mon petit frère, Toumani c'est mon grand frère. Mais pourquoi ils ont fait ça à leur petit et grand frère? Voilà, c'est pas comme ça que ça se règle les choses. C'est pas comme ça que ça se règle les choses. Vous savez quels sont vos projets futurs, personnellement et Kizit? Personnellement, c'est confidentiel. Mais pour Kizit, on est en train de se développer, on continue le travail comme on l'avait prévu. Ça nous a beaucoup ralenti cette histoire, mais on poursuit les ouvertures de bureaux. Donc là, on continue sur l'Afrique francophone. On a ouvert récemment au Maroc. On ouvre prochainement au Gabon, au Cameroun, au Congo. On a beaucoup de demandes dans d'autres pays qu'on est en train d'analyser pour voir si ça vaut le coup d'ouvrir un bureau ou pas en termes de potentiel artistique. Et une fois qu'on aura fini l'ouverture francophone, on passera aux pays anglophones. On s'attaquera au Nigeria, au Ghana, etc. Donc le but c'est d'être présent dans toute l'Afrique et de développer les artistes localement et de permettre une circulation des artistes qui puissent aller faire leur promo dans d'autres pays. Aujourd'hui, quand tu signes un artiste au Bénin, c'est rare qu'il aille faire sa promo au Mali, parce qu'il n'y a juste pas les équipes. Et nous, on est en train de mettre en place les équipes pour que les artistes puissent aller se promotionner dans les pays voisins. Voilà. Parce que l'Afrique, c'est un grand territoire, et c'est pas normal que des artistes n'arrivent pas à promotionner leur musique. Tu as remarqué, je pense que la plupart des artistes qui venaient faire des concerts au Mali, ça marchait pas trop, parce qu'il n'y avait pas de promotion, il n'y avait pas de travail qui était fait. Pourtant, c'est des artistes qui mondialement sont connus, mais ça se passe pas comme ça en Afrique. Voilà, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait localement d'abord, pour que tu puisses venir prendre un stade et réussir. Voilà. D'accord. Votre dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Le dernier mot, c'est que soyez attentifs à ce que Kizit fait. Si on a de bonnes ambitions, de grandes ambitions. C'est du positif pour l'Afrique, je pense. C'est la construction. On est en train de mettre en place les fondations d'une industrie qui se veut solide. Ça prend du temps. Il faut comprendre que c'est ensemble qu'on va y arriver. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il ne faut pas analyser Kizit au jour d'aujourd'hui. Il faut voir l'ambition qu'on a, où on essaie d'arriver. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on construit une maison, on fait d'abord les fondations, ensuite on fait les plans, etc. On construit la maison et ensuite on va vivre dedans. Donc Kizit, c'est ça, on est en train de poser les fondations. Et une fois que ça sera bien prêt, là ça va être très intéressant à voir pour les artistes. Chers téléspectateurs, nous étions avec Moussa Wagué, fondateur de Kizit Monde à Conakry.
Tout qui commence bien, que finit bien. On vous donne rendez-vous la prochaine fois dans votre émission avec votre humble serviteur. Bye, Fall. Ciao, ciao.